Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir en distanciel pour nos conférences de début de semaine, qui, vous le savez, sont désormais diffusées le mardi à 15 heures sur notre chaîne YouTube. Alors, ce jour, nous allons parler alimentation face à cette fameuse Covid-19. En effet, depuis l'apparition de la pandémie, bon nombre de questions émergent autour de la nutrition. Avec les confinements successifs, on s'interroge sur leurs répercussions sur notre hygiène de vie et sur nos habitudes alimentaires. Et puis d'autres interrogations légitimes sont venues, tant en matière de risque de contamination lors de nos achats alimentaires aussi. Et puis chacun s'inquiète de connaître les moyens nutritionnels qui vont permettre peut-être de prévenir et de combattre ce virus. Alors, quels sont les constats à ce jour? Des questions restent-elles encore sans réponse? Est-ce que, par exemple, une diète dite cétogène, c'est-à-dire par là la restriction des glucides au profit des lipides, est une réponse efficace face à des pathologies lourdes chez des patients atteints d'obésité ou de diabète, Est-ce que les vitamines dont nous parlons si souvent, la D, la C, la A, sont des solutions elles aussi? Et pour nous éclairer, nous avons invité Geoffrey Zoll, qui est donc maître de conférence à l'Université de Strasbourg, praticien hospitalier, physiologiste, spécialiste du métabolisme et de la nutrition. Bonjour Geoffrey Zoll. Bonjour. Nous sommes Bonjour. heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et bien, Geoffrey, pour résumer un petit peu votre parcours, vous avez travaillé, je crois, dès 2003 sur la biologie cellulaire et la physiologie de l'exercice. Vous êtes en quelque sorte un spécialiste de l'aspect métabologique du muscle squelettique. Vous travaillez avec des patients qui sont atteints de pathologies chroniques, bien sûr l'obésité, le diabète dont nous venons de parler, mais aussi l'insuffisance cardiaque. Vous êtes en quelque sorte un expert de l'exercice physique et en Alsace, on vous considère comme un véritable référent sur la nutrition sportive. Sportif, vous êtes vous aussi. Vous avez été, si mes souvenirs sont bons, coach pour des courses de fond, par exemple. Mais pas seulement, parce qu'à travers des conférences précédentes, vous abordez des sujets un petit peu plus légers, comme le chocolat ou le sucre. Mais aujourd'hui, qu'avez-vous à nous apprendre sur nos habitudes alimentaires face à cette terrible Covid-19? Eh bien, je vous laisse la parole pour nous expliquer tout cela. C'est à vous. Bien, merci beaucoup Jean-Yves pour cette belle introduction et très complète. Je vois que vous êtes bien renseigné et on va effectivement essayer de faire le point un petit peu ici sur l'importance de la nutrition dans malheureusement dans cette pandémie qu'est la Covid-19 et qui bien sûr dont on nous parle tous les jours énormément sur toutes les télés, etc., etc. Donc effectivement, alors par rapport à tout ce que vous avez dit, je ne pense pas que je pourrais être exhaustif, mais on va essayer en tout cas de faire le point sur des choses qui me semblent en tout cas essentielles dans ce domaine, comme vous l'avez très bien présenté. Alors ici, vous avez le plan de ce qu'on va voir ensemble. Hein. On fera une très courte introduction, on reverra très vite les grandes épidémies qui transmissibles de l'histoire, et on verra que la dernière en date, avec la Covid, c'est une autre épidémie qui est extrêmement, on va dire, qui se propage de plus en plus, malheureusement, sur la planète entière. On verra, on en parlera beaucoup, des problèmes de l'obésité et du diabète de type 2. Ensuite, j'aimerais bien faire le point sur les chiffres, hein, parce qu'on nous en donne beaucoup, mais à mon sens, il y en a d'autres dont on parle beaucoup moins, et je pense que c'est important de garder en tête, hein, notamment les chiffres qui concernent le cancer et les maladies cardiovasculaires, pour bien de comprendre de quoi il s'agit. On fera ensuite le lien entre l'obésité, diabète et les formes graves de la Covid-19. On verra ensuite le rôle de l'alimentation moderne, justement, hein, le rôle que joue cette alimentation dans le développement de cette épidémie qu'est l'obésité. On verra ensuite comment diminuer l'obésité grâce à la nutrition. Ça, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est un point que j'aborde régulièrement, et on verra notamment l'importance et le rôle du sucre. Et on verra également que ça a un rôle à jouer également dans la COVID-19. Et ensuite, plus proche on va dire, de la nutrition, en tout cas qui a touché l'ensemble de la population, c'est la
l'importance de la nutrition pour renforcer notre système immunitaire. On est tous concernés. On doit tous faire, à mon sens, quelque chose à ce niveau-là. Et on verra notamment effectivement le rôle prépondérant que peut jouer à ce niveau-là la vitamine D. Et à mon sens, là encore, on n'en parle pas assez dans les médias comparativement à notamment la vaccination. Et on conclura, on essaiera de conclure en tout cas sur l'importance de cette nutrition. Alors voilà, pour commencer, les grandes épidémies de l'histoire. Je ne suis pas historien, ce n'est pas moi qui vais vous faire un cours sur ces différentes épidémies, mais simplement pour vous rappeler que les épidémies, eh bien, ce n'est pas nouveau. Il y en a toujours eu, en tout cas depuis que nous vivons dans des villes, bien entendu, et il y a très clairement une accélération de ces épidémies au fur et à mesure de l'augmentation de la taille de nos villes et globalement de l'augmentation de la population mondiale. Donc évidemment la peste au Moyen-Âge, la variole, vous voyez des millions de morts déjà à des périodes où il y avait beaucoup moins de monde sur Terre. Hein. On est à l'heure actuelle plusieurs milliards. À ce moment-là, on était moins d'1 milliard. Donc tout ça pour dire que c'était loin d'être négligeable ces épidémies. Le choléra plus tard au XIXe siècle et plus récemment au XXe siècle, très clairement une accélération du nombre d'épidémies. Une extrêmement grave qui fut la grippe espagnole au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, où effectivement on avait des populations qui étaient relativement affaiblies, là encore pas vraiment de hasard, et cette grippe espagnole qui était très virulente et très grave, qui a fait comme vous le voyez, qui a touché 500 millions de personnes dans le monde, 500 millions de personnes qui ont été affectées, et vous le voyez, ça a fait plus de 50 millions de victimes dans le monde, hein. Donc vraiment une épidémie extrêmement grave. Alors, j'ai pas fait non plus, c'est pas non plus une liste exhaustive des grandes épidémies, c'est pas ici l'objectif, mais on va à présent aborder ce qui nous intéresse ici, à savoir la Covid-19. Les chiffres, vous les connaissez tous par cœur puisqu'on en parle tous les jours dans les journaux. Hein, vous le voyez, ça a commencé début de 2020 et ça, maintenant on en est à plus de 100 millions de personnes confirmés comme étant positifs au Covid et plus de 2 millions de décès dans le monde. Alors là encore, il faut un petit peu voir et avoir les chiffres en tête, hein, notamment par exemple du nombre de personnes qui meurent dans le monde. Hein. Vous voyez, en 2020, il y a eu 57 millions de personnes qui sont mortes. Donc vous le voyez, on est à 2 millions avec la Covid, donc on ne meurt pas que du Covid dans le monde, hein, bien loin de là, puisque vous le voyez, le tabagisme tue plus de 6 millions de personnes, hein, c'est les chiffres également de 2019, il me semble, ou 2020. L'alcoolisme également tue 3 millions de personnes. Donc vous le voyez là encore, il faut se méfier. On est très nombreux sur Terre, donc forcément il y a beaucoup de morts. Et bien évidemment, avec une épidémie comme la Covid-19 qui se transmet très facilement, bien évidemment, il y a également beaucoup de morts, mais on est dans des chiffres qui restent de l'ordre, qui sont de l'ordre des autres pathologies qui touchent les différents peuples de notre planète. Alors à côté de ça, eh bien, un point très important, très grave, c'est l'épidémie d'obésité, hein, qui touche plus de 650 millions de personnes dans le monde et qui fait environ 3 millions de morts à l'heure actuelle par an. Hein. Donc là encore, des chiffres qui sont plutôt alarmants, qui croissent en permanence. Et on parle actuellement de première épidémie non infectieuse de l'histoire. C'est-à-dire qu'ici, on ne se transmet pas, mais il n'empêche que c'est une épidémie qui est très grave et qui augmente de façon quasiment exponentielle. Alors, je voulais faire un petit peu le point sur les chiffres, hein, puisque effectivement, on en parle tous les jours dans les journaux. Je vous ai mis ici un graphe qui vous montre le nombre de morts par jour en France. Hein. Donc, ce n'est pas la Covid, c'est simplement les morts en France, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous les jours, tous les mois, tous les ans, un certain nombre de morts en France. Et vous le voyez ici sur ce graphe. Vous avez en bleu la courbe du nombre de morts par jour en France en 2019. Donc, vous le voyez qu'on tourne quasiment toujours aux alentours de 1800-1900 morts par jour.
Et vous le voyez, en hiver 2019, il y a eu également une augmentation qui montre très clairement qu'en hiver, on est plus fragile qu'en été. On y reviendra parce que c'est un point qui est essentiel lorsqu'on parle de maladies et lorsqu'on parle de maladies et de vitamines, par exemple. Alors évidemment, en 2020, la Covid est passée par là et vous le voyez, premier confinement qui a dû être mis en place du fait de l'augmentation très importante du nombre de morts en France, puisqu'on est passé aux alentours de 1800 à plus de 2500 morts par jour, donc effectivement quelque chose de significativement important. Mais très vite, on est revenu à des chiffres qui étaient très proches de l'année 2019. Et ensuite, deuxième pic, effectivement, fin du mois d'octobre, novembre, et ce fut le deuxième confinement qui a été du coup, et bien évidemment, ça a bien enrayé le confinement, effectivement l'augmentation de la mortalité au mois de novembre, décembre. Et vous voyez qu'au mois de janvier, on est ici en jaune en 2021, on est dans un nombre classique, on va dire, en termes de mortalité. Donc voilà, il faut toujours garder en tête quand même que on est plus de 67 millions de personnes en France, donc forcément tous les jours, il y a un certain nombre de personnes qui décèdent. Et c'est ce que vous voyez ici, puisque vous le voyez qu'en France, il y a eu 667 400 décès en 2020, avec une augmentation qui est notamment due effectivement à la Covid-19. Et vous le voyez, dans ces chiffres, on voit que le cancer garde la part majoritaire avec 144 000 morts. En 11 mois, j'ai mis ici en 11 mois pour qu'on puisse comparer avec la Covid, puisque la Covid, ça fait environ 11 mois qu'elle a débuté. Le cancer, 144 000 morts en 2018, donc on peut penser que c'est à peu près les mêmes chiffres, ou un peu plus en 2019. Les maladies cardiovasculaires, on est à 137 000 morts sur les derniers 11 mois en 2019. Et vous le voyez, la Covid-19, on est à 77 200. Alors, ce n'est pas pour dire que la Covid, finalement, ne tue pas plus que ça. Évidemment, il y a beaucoup de décès dus à la Covid, mais il faut garder à l'esprit que les autres maladies sont toujours là, bien présentes, et provoquent un certain nombre de décès également en France. Donc, il ne faut pas l'oublier que, vous le voyez, tous les jours, il y a environ 400 morts du fait du cancer et un peu moins du fait de maladies cardiovasculaires qui font environ 800 morts par jour en France. D'accord ? Et la Covid, en ce moment, c'est quand même aux alentours de, j'ai plus les chiffres ici, mais c'est aux alentours de 200 morts, il me semble, ou même moins. Donc, on est quand même à des niveaux qui sont, en termes de mortalité en tout cas, pas si importants que ça comparativement aux autres pathologies. Autre point qui me semble important et qu'il faut garder quand même à l'esprit, c'est la tranche d'âge de la mortalité en France. Vous avez ici les chiffres qui vont du 1er mars au 26 janvier 2021, selon la tranche d'âge, et qui sont dus à la Covid-19, histoire de voir finalement qui sont les personnes les plus touchées par la Covid-19. Donc on le sait, bien sûr, ce sont les personnes âgées en priorité, et c'est très flagrant ici, puisque vous voyez que la tranche de population de 15-44 ans, il n'y a que 1% des décès qui sont dans cette tranche d'âge, ce qui correspond environ à 400 morts qui ont moins de 45 ans, sachant qu'il y a quand même plus de 20 millions de personnes. Donc vous le voyez, il y a très peu de décès dans cette tranche d'âge, ce qui veut dire que lorsqu'on est jeune et surtout en bonne santé, eh bien on peut être évidemment positif au SARS-CoV-2, mais par contre, finalement les risques de mortalité sont faibles. Évidemment, on peut être malade, on peut avoir des symptômes, mais le risque de mortalité reste très faible lorsqu'on a moins de 45 ans. À titre de comparaison, en France, il y a plusieurs milliers de personnes qui se suicident par an. Il y a des centaines de personnes dans cette tranche d'âge qui meurent des accidents de la route. Donc, vous le voyez, dans cette tranche d'âge, le risque le plus important, il n'est pas de mourir de la Covid-19. Là où effectivement le risque est important, c'est quand on a plus de 65 ans, et encore plus quand on a au-dessus de 75 ans, et encore plus lorsqu'on a plus de 90 ans, où effectivement ça représente quand même 92% des personnes qui sont décédées de la Covid, suite de la Covid-19. Donc, vous voyez ici, les personnes qu'il faut absolument protéger, c'est très clairement les personnes qui ont plus de 65 ans.
Voilà, donc ça c'était un petit peu pour faire le point par rapport les chiffres globalement, pour bien se rendre compte des personnes à risque et des personnes qu'il faut absolument protéger. Le gouvernement a mis en place bien sûr des recommandations et ont cherché et ont mis en place des solutions pour essayer d'une part très clairement de ralentir le plus possible la transmission. C'est tout le nouveau vocabulaire qu'on a découvert en 2020, bien sûr, avec les gestes barrières, etc. etc. C'est évidemment extrêmement important. Ça, vous savez très bien, je ne sais pas ici l'objectif d'insister là-dessus. Les vaccins, c'est évidemment la solution qui est mise en place. Les laboratoires y ont travaillé en 2020 énormément pour nous trouver des vaccins. Et on pourrait en parler, mais ce n'est pas non plus ici l'objectif. D'ailleurs, on fera une conférence là-dessus dans le cadre de la Société de biologie de Strasbourg. Le 19 février, le vendredi, on vous en reparlera par le biais du Jardin des Sciences également. C'est évidemment la solution qu'il faut privilégier actuellement, mais pas seulement. Le troisième point qui, je trouve, a été un petit peu, en tout cas pour lequel on n'a pas suffisamment, à mon sens, communiqué, c'est d'être capable et de mettre en place des stratégies pour renforcer notre organisme. On peut le faire, notre organisme est capable de lutter contre les virus. On le voit bien puisque les jeunes arrivent très bien à lutter contre ce SARS-CoV-2, très clairement, quand on a moins de 45 ans, c'est très clair. Donc notre organisme est capable de lutter contre ce virus, et les personnes âgées, les personnes qui ont des facteurs de risque, on peut également les aider, et ceci en renforçant notre organisme. Donc c'est un petit peu c'est même beaucoup de là-dessus qu'on va, dans ce point de renforcement de notre organisme, c'est là-dessus qu'on va insister, parce que, à mon sens, on n'en parle pas suffisamment et on pourrait faire, à mon sens, beaucoup mieux. Alors, effectivement, si on veut renforcer notre organisme, c'est parce que, effectivement, notre organisme a tendance à être fragilisé. Les facteurs de risque, les caractéristiques cliniques qui mènent à l'hospitalisation, on les connaît très clairement. On en parle également tous les jours dans les journaux, donc vous savez, je l'ai déjà dit, c'est qu'on a plus de 65 ans. C'est également l'obésité, on va en parler, et souvent les symptômes qui découlent de l'obésité, c'est le diabète de type 2 et l'hypertension. On sait que les patients qui sont âgés, obèses et qui sont hypertendus et qui ont un diabète de type 2, ils sont évidemment beaucoup plus à risque qu'un patient de 65 ou 70 ans qui est en bonne santé. Et enfin, le quatrième paramètre, qui n'est pas un des paramètres, on va dire, officiels, mais qui, à mon sens, est important, c'est qu'un déficit en vitamine D semble tout de même nous fragiliser face à l'infection dans la Covid-19. Alors, on va effectivement parler d'un des facteurs de risque et un des paramètres qui nous fragilisent très clairement, c'est le surpoids et l'obésité. C'est un problème, je vous l'ai dit au départ, parce que c'est une épidémie qui est grandissante de plus en plus au niveau mondial. C'est ce que vous avez représenté ici. En 1980, il y avait 857 millions de personnes qui étaient en surpoids, avec une certaine partie qui était évidemment obèse, et ça couvrait 19%, donc environ une personne sur 5 était à ce moment-là en surpoids en 1980. Vous voyez qu'en 2013, c'est 2,1 milliards de personnes qui est en surpoids ou en obésité, ce qui représente environ 30% de la population mondiale. Dans ces 2,1 milliards, il y a 661 millions de personnes qui sont obèses, et il y a également environ 450 millions de personnes qui sont diabétiques de type 2. Donc vous le voyez, ce sont des chiffres qui sont alarmants, qui sont, je vous l'ai déjà dit, mais qui ne cessent d'augmenter. Et on le verra, bien sûr, l'alimentation, la mauvaise alimentation, l'alimentation moderne joue un rôle prépondérant dans l'augmentation de ces chiffres, dans l'augmentation de l'obésité. Donc ça touche non seulement les adultes, mais également les enfants, que ce soit dans les pays occidentaux, mais également dans les pays en voie de développement. Alors, faisons tout de suite un lien entre ce problème d'obésité et la Covid-19. On l'a dit, en France, il y a 15% de patients qui sont obèses, 15% de personnes qui sont obèses. Chez des patients qui sont hospitalisés et qui sont
positifs au SARS-CoV-2, il y a 25% des patients qui sont obèses et des patients qui sont en réanimation, il y a environ 35% de ces patients qui sont obèses. Donc ça, ce sont des chiffres sur différentes études. Alors, il y en a d'autres au fur et à mesure. C'est pas forcément, les chiffres ont tendance un petit peu à varier, mais en tout cas, là où on est tous d'accord et où toutes les études sont d'accord, c'est qu'il y a très clairement une augmentation de risque de se retrouver en réanimation lorsqu'on est obèse, très clairement. Donc évidemment, par rapport à la nutrition, un objectif, ça pourrait bien sûr être d'essayer de diminuer, en tout cas de mettre en place des stratégies grâce à l'alimentation pour baisser l'obésité et ainsi essayer de diminuer les formes graves de la COVID-19. Voilà, donc évidemment, l'alimentation, on l'a dit, joue un rôle majeur dans le développement de cette obésité. C'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à notre alimentation qui est trop riche en sucre et trop riche en graisse, souvent avec des repas à la fois riches en sucre et à la fois riches en graisse. Les répercussions, c'est quoi? C'est une sécrétion trop importante d'insuline pour essayer, bien sûr, de diminuer l'hyperinsulinémie. C'est quoi cette hyperinsulinémie? C'est lorsqu'on a bien sûr, trop de glucose, donc trop de sucre dans le sang. Ça, c'est bien sûr normal après un repas, mais le problème, c'est que nous, on prend des repas riches en glucides trop souvent. Et le grignotage, souvent à base de sucre, là encore, augmente l'insuline en dehors des repas lorsqu'on grignote. Donc tout ça, ça mène à ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie, donc trop d'insuline dans le sang et trop souvent au cours de la journée. Et lorsque ça dure sur 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il y a des patients qui, du coup, stockent les lipides au niveau des tissus adipeux, ils se retrouvent en surpoids, puis en obésité. Suite à cela, ou en même temps, ils deviennent résistants à l'insuline et ils développent petit à petit ce qu'on appelle le diabète de type 2 qui correspond à une augmentation constante de la quantité de glucose dans le sang, de la glycémie, qui mène à ce qu'on appelle le syndrome métabolique avec tout un tas de symptômes. Je ne reviens pas ici, ce n'est pas le but. Mais tout ça, très clairement, ça nous fragilise. Et ça fragilise très clairement ces patients face à des infections, pas seulement à la Covid, mais aussi, bien évidemment, face à l'infection au SARS-CoV-2 et à ces patients qui vont déclarer du coup une Covid-19. À côté de ça, un point majeur, c'est une inflammation, ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, qui est due à une sécrétion trop importante de cytokines pro-inflammatoires, là encore de façon chronique. Et c'est vraiment, on le sait maintenant, un des paramètres clés dans le développement des formes graves de Covid-19, cet épisode de cytokines pro-inflammatoires qui existe déjà de façon permanente chez ces patients qui sont soit obèses, soit diabétiques de type 2, soit les deux. Voilà, donc toujours pour rester dans cette problématique de prise de poids et d'obésité, on a parlé de l'alimentation. Simplement pour quand même rappeler qu'il n'y a pas que l'alimentation qui participe à la prise de poids trop importante, il y a également un stress chronique qu'on n'arrive pas à forcément gérer. On sait très bien à l'heure actuelle que ça participe à la prise de poids. Le côté génétique, on y reviendra en parlant, puisque c'est un point clé également, de parler de la vie que menaient nos ancêtres. Notre ancêtre nous a transmis, bien sûr, plein de phénotypes, un phénotype particulier, et pas que un bon phénotype, malheureusement. Il nous a transmis une partie certains paramètres dont on aimerait bien à l'heure actuelle se passer. On en reparlera. En tout cas, tout ça pour dire que la génétique, bien sûr, on n'est pas tous égaux, mais la génétique joue un rôle aussi dans la prise de poids. À côté de ça, la sédentarité, on n'aura pas le temps ici trop d'en parler non plus, mais c'est clair que la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'exercice physique, le fait qu'on devienne sédentaire, qu'on ne fait très peu, pas suffisamment de sport, bien sûr, ça participe à la prise de poids trop importante. La flore intestinale, là encore, on ne pourra pas en parler dans le détail, mais on sait très bien que ça participe aussi, lorsqu'on a un dysfonctionnement de cette flore intestinale, ça participe à la prise de poids. Voilà, mais donc, on restera bien évidemment ici dans le cadre de la nutrition et de l'alimentation. Voilà, alors cette diapo, vous l'avez peut-être déjà vue pour ceux qui m'ont déjà entendu faire des conférences dans le domaine de la nutrition. Vous le savez, pour moi, c'est très important pour bien comprendre pourquoi on prend du poids, d'aller voir ce qui s'est passé et la vie
que pouvaient mener nos ancêtres. Alors, quand je dis nos ancêtres, c'est l'Homo sapiens sapiens, qui a vécu, bien sûr, depuis très longtemps sur notre continent et même sur l'ensemble du globe, depuis maintenant 30 000, 40 000, 50 000 ans. L'Homo sapiens sapiens, on va dire l'homme sapiens très proche de ce que nous sommes, il a apparu visiblement, je ne suis pas non plus historien spécialiste, mais il a apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans et il est venu dans nos pays, notamment en Europe occidentale, aux alentours de moins 40 000 ans. Moins 40 000 ans, si vous donnez un smartphone à notre ancêtre, il va être capable de se débrouiller et de comprendre comment ça fonctionne. Donc vous voyez, tout ça pour vous montrer qu'il était déjà, bien sûr, intelligent, est capable, bien sûr, d'interagir avec des outils. Il avait une certaine culture, il était artiste. Bref, il était très proche de nous, phénotypiquement parlant. Par contre, vous le voyez dans cette triangulation, il avait un mode de vie qui était très différent. Sa triangulaire, c'était essentiellement chercher et trouver de la nourriture, survivre et se reproduire. Donc ça, il essaie de s'adapter au maximum par rapport à cette triangulation. Et il était vraiment, alors pas que, il était, encore une fois, on voit au fur et à mesure, on le découvre tous les jours encore, qu'il était capable d'être artiste. Ils avaient une vie sociale qui était de plus en plus évoluée au fur et à mesure des années qui passaient, mais il n'empêche qu'il avait quand même beaucoup moins de temps que nous dans la journée pour réfléchir à autre chose que de chercher de la nourriture et survivre dans son environnement qui était quand même relativement hostile. Alors, qu'est-ce qu'il en est de nos jours? Eh bien, de nos jours, on ne sait plus du tout la même chose. On est dans l'abondance des produits, on en a à plus savoir quoi en faire, on a le choix, on a même trop de choix. On est au niveau de l'alimentation dans l'abondance. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde, mais en tout cas, c'est vrai dans les pays occidentaux et notamment en France. À côté de ça, et du fait de cette abondance, vous pouvez aller faire vos courses ou vous pouvez mettre maintenant de plus en plus facilement livré, Uber Eats et compagnie, bien sûr. On peut rester chez nous tranquillement devant notre écran et se faire livrer notre plat de pâtes, des frites, hamburgers, etc. On est devenu véritablement de vrais sédentaires assis devant nos écrans. Par contre, on garde le stress de nos ancêtres. On a tendance à être trop stressé. Même en regardant notre écran, on est capable de s'énerver et d'avoir des décharges de différents types d'hormones, des catécholamines, les hormones du stress. Toujours devant nos écrans, on est capable d'être extrêmement stressé, comme notre ancêtre l'était quand il croisait un tigre à dents sabrées, à dents de sable. Donc voilà, par rapport à notre ancêtre, on est en pleine, quand même globalement, même si là, on nous donne l'impression qu'on est tous proches de tomber malades avec la Covid. Il n'empêche que quand même globalement, on est quand même dans un monde sécuritaire, on va dire. Donc sécurité, sédentarisation. Et également, un point clé, c'est la domestication. Au jour d'aujourd'hui, on a domestiqué les plantes, on a domestiqué les animaux. On essaye d'en faire ce qu'on veut pour nous nourrir de façon la plus efficace possible. Une grande efficacité qui a permis, eh bien, vous le voyez, de vivre, de nous entasser dans les villes. On est des millions et des millions à s'entasser dans des villes toujours plus grandes et la population mondiale ne cesse d'augmenter. On est en 2020 aux alentours de 7,8 milliards de personnes et en 2030 et 2040, on sera pas loin des 9 milliards de personnes. D'où aussi, il ne faut pas se cacher, la problématique des maladies infectieuses qui ne vont faire forcément qu'augmenter. À mon sens, la Covid n'est que le début d'autres épidémies qui vont forcément finir par débarquer. Du fait tout simplement de notre façon de vivre, puisque forcément lorsqu'il y a un virus, forcément s'il est virulent, on va forcément le transmettre puisqu'on est des millions et des millions à vivre tous ensemble très proches les uns des autres. Tout ça pour dire que, vous le voyez, l'Homo sapiens sapiens, le monsieur que vous avez ici au tout début, c'est nous. C'est simplement qu'il est habillé différemment, il se tient différemment et il n'a pas encore inventé le rasoir. Mais très clairement, depuis environ 30 000 générations, en tout cas, on a vécu environ
pendant 30 000 générations de cette façon. Donc on mangeait ce qu'on trouvait dans la nature, on allait chasser notre gibier, on allait manger des plantes extrêmement diversifiées. Donc on avait une alimentation qui était très particulière, et ceci pendant 30 000 générations. C'est pas rien, 30 000 générations, puisque vous le voyez, il y a eu en très peu de temps une accélération extrêmement importante. On est passé de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs-éleveurs aux alentours de 7 000, 8 000 ans avant Jésus-Christ. On est agriculteur depuis environ 300 générations, donc ça nous a permis, il y a eu des adaptations, on le sait très clairement, on pourra en parler, mais il y a des adaptations qui sont en route, qui se font, chaque génération amène son lot de mutations qui améliorent, qui nous permettent de nous adapter petit à petit à notre environnement, mais il n'empêche que c'est allé quand même trop vite, très clairement. En tout cas, dans le domaine de l'alimentation, c'est clair et net. En 3 générations, au XXe siècle, on a complètement changé notre alimentation, ce qui nous a très clairement fragilisés. Et les problèmes, vous en avez quelques-uns ici, des problèmes de myopie, de dépression également, puisqu'on n'est plus dans de la survie, on n'est plus dans le matin, et notre ancêtre se posait la question, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver à manger? Maintenant, ce n'est plus le cas, et beaucoup de nos concitoyens ont des problèmes d'épisodes de dépression. Donc là encore, une problématique dans ce domaine, et les confinements, là encore, on pourra en parler, n'aident en rien à cette problématique. Donc, myope, dépressif, obèse, tout ça nous fragilise. Diabète de type 2, on est très clairement plus fragile, et notamment du fait d'une alimentation qui a trop vite évolué. Trop vite évolué, et malgré ça, eh bien, on a encore en nous les réflexes de nos ancêtres. On a hérité beaucoup d'habitudes de nos ancêtres, on a hérité les gènes de nos ancêtres. Et notamment, on a hérité cette attirance naturelle pour le goût sucré. Pareil, là encore, si vous avez déjà écouté mes conférences, ça tourne beaucoup autour de la problématique du sucre. On va également en parler un tout petit peu ici. Pourquoi? Parce que notre ancêtre, eh bien, lui également, il essayait de trouver des aliments sucrés. Pourquoi? Parce que dans le sucre, il y avait les vitamines, il y avait des antioxydants qui sont des molécules riches qui permettaient et qui permettent toujours de lutter notamment contre le vieillissement, et qui nous permettent de nous protéger contre les agressions qui viennent de l'extérieur, les agressions virales, les agressions bactériennes. Tout ça, notre ancêtre le trouvait dans des petites baies, dans des fruits qu'il trouvait dans la nature. Donc, associé au goût sucré, il y avait toutes ces molécules bonnes pour la santé. Donc, il y a eu comme ça une mise en place de connectiques au niveau de notre cerveau, des récompenses qui se sont mises en place pour récompenser notre ancêtre lorsqu'il prenait ces aliments au goût sucré. Il avait une récompense, il y avait ce côté bien-être, bien sûr, grâce à la sécrétion de différents types de neurotransmetteurs. Il y avait ce côté récompense. C'est vrai pour le sucre, c'est vrai également pour le côté gras. Donc gras et sucré, forcément, c'est quelque chose où on a pendant une quinzaine de minutes ce côté plaisir, très clairement associé à cette prise de sucre. Et bien entendu, malheureusement, l'industrie agroalimentaire s'est engouffrée dans ce point faible, on va dire, qui fait que maintenant on nous présente du sucre, mais malheureusement il n'y a plus associé à ce sucre les vitamines et les antioxydants. Il n'y a plus que le côté plaisir, et malheureusement du coup on a tendance à consommer beaucoup trop de sucre, on y reviendra. À côté de ça, notre ancêtre, il nous a également transmis cette grande capacité de stockage. Donc là encore, c'est un véritable problème au jour d'aujourd'hui, puisque en hiver, lorsqu'il fait froid, nos magasins ils sont toujours remplis de victuailles, et on peut continuer à manger autant qu'on veut. Notre ancêtre, ce n'était pas tout à fait la même chose. Il avait tendance à manger, en tout cas en Europe, il mangeait plus dans les périodes chaudes, donc généralement en été, et moins en hiver. Donc il stockait en été, et il utilisait les réserves en hiver. C'était important, on en reparlera notamment par la vitamine D. La vitamine D, le soleil, on fabrique la vitamine D avec le soleil, notamment, et on en trouve dans l'alimentation, et en été, on stockait cette vitamine D, et c'est ce qu'on fait toujours, on la stocke. Le problème, c'est qu'en été, on ne consomme pas les lipides qui sont stockés, du coup, on ne récupère pas cette vitamine D qui a été mise sous forme de réserve dans le tissu adipeux. Et du coup, ça nous fragilise, puisqu'on va être en manque de vitamine D en hiver, comme on va en parler
tout à l'heure. Mais il n'empêche qu'à l'époque de notre ancêtre, stocker était égal à survivre. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on stocke trop, au contraire, on diminue notre chance de vivre bien et de vivre bien et longtemps. Mais c'est l'héritage de notre ancêtre. Alors, effectivement, ça mène à quoi? Cette alimentation, ces changements d'alimentation et cet héritage, ça mène au fait que, eh bien, on consomme très clairement trop de sucre dans notre alimentation. Vous le voyez les chiffres ici, 41% des adultes mangent trop de sucre en France. Et l'Organisation mondiale pour la santé a du coup très clairement suggéré qu'il ne faut pas consommer, il ne faut pas rajouter plus que 25 grammes de sucre par jour dans notre alimentation. 25 grammes de sucre par jour, c'est 5 cuillères à café de sucre. Ça peut paraître beaucoup, mais ça représente uniquement ici une petite bouteille de 25 centilitres de coca. Hein, vous voyez, donc c'est pas non plus énorme, c'est pas beaucoup. Et d'autant plus lorsqu'on regarde les chiffres chez les jeunes qui consomment aux alentours de 25 cuillères à café par jour, ce qui veut dire qu'ils consomment 5 fois trop de sucre par jour, l'équivalent de 3 canettes de Coca-Cola. Donc bien évidemment, ce n'est pas que par le Coca-Cola que ces jeunes ingurgitent du sucre, mais du sucre, on en ingurgite déjà beaucoup au petit déjeuner. Si on prend un goûter sucré à 10 heures, etc., très vite, on dépasse les préconisations, ce qui est du coup très vite problématique. Un exemple, hein, on pourrait en avoir des dizaines, mais je vous ai mis uniquement un exemple qui est très représentatif, qui est la pâte à tartiner. Hein. La pâte à tartiner, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde l'étiquette? Pour 100 grammes, vous avez 57 grammes de glucides, donc plus de la moitié de cette pâte à tartiner, c'est du sucre. Et 30% de matière grasse, donc gras plus sucré, on est environ à 80% de ce qu'il y a dans ce pot de pâte à tartiner. Donc, premier, sucre, huile de palme. Donc, les deux premiers ingrédients, c'est du sucre, c'est de la graisse. Hein, donc, tout ce qu'il ne faut pas pour stocker et pour prendre, très clairement, hein, pour prendre du poids. Et le problème, c'est que vous le voyez que les chiffres ne sont pas justes. Hein. On a l'impression ici que les glucides, on n'est qu'à 3% de ce qu'il faut prendre par jour. C'est faux. Hein. On est pour une portion de 15 grammes, ce qui est effectivement ce qui est à peu près ce qu'on prend pour un goûter, ça représente 8 grammes de sucre. Et 8 grammes de sucre, c'est plus qu'une cuillère à café. Donc, c'est déjà beaucoup, hein, et ça représente environ 30% de ce qu'on doit rajouter comme sucre dans notre alimentation. Donc, si déjà vous prenez 8-10 grammes de sucre avec cette pâte à tartiner le matin, vous voyez que vous êtes déjà à 30% de ce que vous pouvez prendre dans une journée. Hein, donc, c'est vraiment beaucoup. Alors tout ça, ça mène à quoi au niveau d'un pot de Nutella? Eh bien, c'est 40 morceaux de sucre. Hein, vous le voyez, c'est énorme. Hein, 40 morceaux de sucre contenus dans une pâte à tartiner. Donc du sucre, on en a énormément. Et le problème, c'est quand on regarde un peu la physiopathologie, on ne va pas non plus trop s'apesantir, mais vous le voyez qu'on a vraiment une grande tendance à consommer beaucoup trop de glucides et de lipides, puisqu'on est environ à 80% de ce qu'on prend par jour, qui correspond à des glucides et des lipides. Alors, il faut consommer des glucides, il faut consommer des lipides, mais faut-il encore consommer les bons glucides et de ne pas consommer en permanence les deux en même temps? Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on consomme du chocolat au lait, qui généralement est rempli de sucre, la pizza, du pain blanc, eh bien, on va digérer tout ça et on va tout de suite être en ce qu'on appelle l'hyperglycémie, comme je vous le disais, trop de sucre dans le sang. On va produire de l'insuline en permanence, si en permanence on consomme ce type d'aliments. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez stocker. Hein, vous allez stocker les graisses dans le tissu adipeux, hein, donc c'est bien sûr les réserves, et on va stocker les glucides, les lipides dans le foie, dans le muscle, un petit peu partout. Mais si on est sédentaire, si on ne fait pas de sport, eh bien très vite ces réserves vont être saturées et notre organisme ne va plus savoir quoi faire de ces glucides, de ces lipides. Et c'est là où la machine va commencer à dysfonctionner et où ça va fragiliser à ce moment-là véritablement notre organisme. Alors, si on revient à présent à la Covid-19, eh bien, voilà ce qu'on retrouve dans la littérature au mois de janvier 2021 dans Cell Métabolisme, qui est une très bonne revue scientifique, une publication d'une équipe qui a montré le lien qu'il peut y avoir entre le diabète et la Covid-19. Vous le voyez sur quand même une grande cohorte de plus de 7000 patients. Ils ont comparé des patients avec ou sans diabète.
Et ils ont remarqué, ils ont mis en évidence que le statut de diabétique, donc lorsqu'on est diabétique, eh bien, ça augmente le besoin d'intervention médicale lorsqu'on est positif au SARS-CoV-2. Premier point. Deuxième point, c'est que le statut de diabétique a augmenté le risque de mortalité, très clairement, des patients atteints de Covid-19, ce que je vous disais déjà. Et troisième point important, et qui montre l'importance de la prise de sucre, c'est que c'est lorsqu'on a des variations importantes de la glycémie, donc de la quantité de glucose dans le sang, c'est à ce moment-là qu'on a un risque, c'est ce qui est représenté ici, qu'on a un risque encore plus important, un risque de décès encore plus important. C'est-à-dire que lorsqu'on a une glycémie, lorsqu'on n'arrive pas à réguler correctement, lorsqu'on continue à manger trop de sucre, on augmente le risque de mortalité. Premier point. Deuxième point qui a été démontré également, et c'est un lien également avec le sucre, c'est l'insuline. L'insuline est une hormone qui est extrêmement puissante. Ça a été son rôle parce que, encore une fois, notre ancêtre, il augmentait très rarement sa glycémie, il augmentait très rarement sa quantité de sucre dans le sang parce qu'il en consommait très peu. Et c'était lorsque ce glucose augmentait dans le sang qu'il sécrétait également de l'insuline qui, à ce moment-là, pouvait agir. Et elle agissait puissamment chez notre ancêtre. Le problème, c'est que de nos jours, on consomme trop souvent du sucre et on relargue du coup trop souvent de l'insuline, ce qui en fait un élément à risque potentiellement lorsque, comme ça, on a des pics d'insuline trop souvent dans la journée. Et qu'est-ce qu'ils ont démontré dans cette étude? Ils ont démontré qu'il y avait un lien entre la prise d'insuline et le risque de mortalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre d'insuline, ce qui ne veut pas dire que... mais par contre, il faut faire attention par rapport à cette prise d'insuline, puisque les patients qui prenaient une quantité importante d'insuline voyaient sa probabilité de survie qui était diminuée. Vous voyez ici, ce ne sont que des patients diabétiques. Lorsque ces patients prennent des médicaments non insuliniques, qui ce n'est pas directement de l'insuline, mais d'autres médicaments qui permettent de traiter leur diabète, eh bien, ils avaient un meilleur taux, une meilleure probabilité de survie que les patients qui étaient traités avec insuline. Donc, c'est une étude, bien sûr, c'est sur 689 patients, ce n'est pas non plus énorme, mais il n'empêche que ce qu'il faut retenir ici, c'est que très clairement, l'insuline et derrière la régulation de la glycémie, eh bien, ce sont des paramètres qui sont importants, qui sont clés et sur lesquels il faut essayer de jouer un maximum pour essayer de diminuer à la fois du coup, la prise de sucre et également ce qui permettra d'éviter ce pic d'insuline. Alors, solution pour éviter, là encore, je n'ai pas le temps de faire trop long sur cette partie, de la nutrition pour éviter, pour diminuer en tout cas les risques d'obésité. Mais en une dia, ce qui est évidemment clair, c'est qu'il faut absolument diminuer la quantité de sucre que vous récupérez dans vos aliments. Donc, évitez à tout prix les aliments qui sont ultra transformés, vous les avez un petit peu à l'écran, donc ce sont les hamburgers, du ketchup, les gâteaux qu'on retrouve, les gâteaux secs présentés par l'industrie agroalimentaire dans les grands magasins, tout ce qui n'est pas fait maison, les aliments chocolatés comme ça qui sont remplis de sucre, tout ça c'est vraiment à éviter, et notamment en hiver où on est plus fragile face à toutes les infections. Donc ça représente 80% de l'offre actuelle du marché, donc vraiment pas évident en effet de s'en sortir dans les grands magasins. Je vous ai mis ici l'exemple de quelque chose dont on va potentiellement comme ça croire que c'est plutôt bon pour la santé, c'est un steak de soja et un steak de blé. Vous voyez, si on regarde les étiquettes, donc là encore je vous encourage à regarder à chaque fois vos étiquettes lorsque vous achetez des emballages. Déjà, évitez d'acheter des ingrédients sous emballage, mais lorsqu'il y a un emballage, regardez toujours les ingrédients. Prenez le temps dans les magasins de regarder les emballages. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit protéines de soja et de blé réhydratés, donc pas terrible, mais on voit qu'il y a de l'amidon de maïs. L'amidon de maïs, ce n'est pas autre chose que du sucre. Des stabilisants, bien évidemment, ce n'est pas bon. Maltodextrine, là encore, ce sont des sucres. Du caramel, encore de la maltodextrine fumée, génial. Donc tout ça, bien sûr, c'est du sucre, c'est à éviter. Donc même quelquefois, quand on a l'impression, on voit
belle photo sur votre emballage, eh bien, c'est de la publicité mensongère, c'est quelque chose qui est tout sauf bon pour la santé. Donc tout ça, c'est à bannir. Tous les aliments à base de sucre et de graisse mélangés, ultra transformés, il faut impérativement s'en débarrasser. Rapidement, l'exemple d'un bon repas, notamment un repas lipidique, on en reparlera tout de suite. Je préconise, et nous on fait des recherches dans ce domaine, l'alimentation cétogène. L'alimentation cétogène, c'est une alimentation où on enlève quasiment complètement les glucides. Ici, vous avez l'exemple d'un repas glucidique, une entrée à base de salade classique, tout un tas de salades, notamment évidemment important en été plus qu'en hiver, puisqu'en hiver, ce n'est pas forcément le temps où on trouve, ce ne sont pas forcément des légumes de saison. Mais dès qu'on peut, il faut en consommer. Ensuite, vous voyez, un plat classique, viande et légumes de saison, on va dire. Vous pouvez très bien prendre de la crème, bio, c'est mieux, y ajouter des petites herbes de Provence, par exemple, et toutes les herbes que vous aimez. Évidemment, ce n'est que bon pour la santé. Essayez de boire de l'eau la majorité de vos repas. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de boire du vin ou d'autres boissons, mais vraiment, il faut que ce soit la boisson régulière, l'eau. Ensuite, les épices, là encore, c'est que du bon pour la santé, des bonnes épices, des épices bio si vous n'êtes pas sûr. Pour augmenter la qualité, c'est bien. Et un petit fromage, sans pain par contre, et notamment des fromages de brebis, c'est mieux que du fromage de lait qui n'est pas forcément très digeste. Donc voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres. Tout ça pour dire qu'il faut éviter en tout cas de mélanger des lipides et des graisses. Des lipides et des glucides. Ici, typiquement, l'erreur à ne pas faire, c'est rajouter à ce repas du riz, ou de rajouter à ce repas des pâtes, ou de rajouter des pommes de terre. Parce que là, vous allez avoir, avec de la crème et du fromage, vous allez avoir des lipides, et avec le riz, les pommes de terre ou les pâtes, vous allez avoir des glucides. Donc, glucides plus lipides est égal à prise de poids. C'est très simple, mais c'est très clair aussi, et c'est notamment du fait de l'insuline qui est sécrétée dans le sang et qui va faire que vous allez stocker. Voilà, donc ici, cette image pour vous dire que c'est à l'état de, pas seulement de recherche, parce que c'est bien évidemment des stratégies qu'on peut déjà, et que vous avez trouvé, il y a des livres qui sont très bien faits sur le régime cétogène. C'est une stratégie très clairement qui marche très bien pour perdre du poids, qui marche très bien pour se sentir mieux. Alors, ce n'est pas à faire en permanence. À mon sens, c'est quelque chose qu'il faut faire pendant 1 mois, 2 mois, histoire de perdre quelques kilos et de se sentir mieux. Alors, l'alimentation cétogène, ça correspond à avoir un repas qui est riche en lipides. Donc, on peut consommer également de la viande et du poisson, mais du coup très pauvre en glucides. Donc, à quoi ça sert en premier lieu? Ça sert à éviter ces pics d'insuline, comme je vous le disais. Ça évite d'augmenter la glycémie et ça évite d'augmenter le stockage des graisses. Au contraire, comme on ne consomme que très peu de glucides, donc de sucre, on va au contraire utiliser plutôt les lipides même qu'on va stocker. On utilise bien sûr les lipides qui viennent de l'alimentation, mais on va également utiliser les lipides qui viennent de nos réserves. Et à partir de ces lipides, on va être capable de refaire des glucides qui vont permettre de nourrir les cellules de notre organisme. Alors, pas seulement, on va également fabriquer, d'où le terme de régime cétogène, on va fabriquer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Les corps cétoniques, ce sont des substances proches finalement des sucres qui vont donner entre guillemets du carburant, notamment à notre cerveau. Ce qui veut dire que notre cerveau, il va s'habituer et il va recevoir du carburant, il va très bien fonctionner grâce à l'apport de ces corps cétoniques. Il en résulte bien que vous allez réduire, donc ça, il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, c'est qu'avec ce régime cétogène, on réduit le risque et on réduit les symptômes du diabète de type 2. Alors, les effets qui ont été très clairement mis en évidence et qui peuvent être très clairement bénéfiques en cas d'infection à la Covid, au SARS-CoV-2, c'est qu'on trouve, grâce à ce régime cétogène, assez rapidement des effets anti-inflammatoires. Donc, on régule l'inflammation, c'est très bon dans la Covid, vous l'avez compris. Ça module le métabolisme oxydatif, donc sans rentrer dans le détail, ça permet de rendre plus efficace le métabolisme des cellules de l'ensemble de votre organisme.
Et il a été démontré également, et de plus en plus c'est démontré, que ça module de façon positive le métabolisme immunitaire, donc des cellules immunitaires, le fait de passer en alimentation gras, on va dire. Voilà, donc vous l'avez compris. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que c'est ça qui va permettre de régler le problème de la Covid, bien loin de moi cette idée. Par contre, il faut encore et très clairement tester à grande échelle ce type d'approche, une approche qui n'est pas curative, mais qui est vraiment ici préventive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour ne pas tomber malade. Ce n'est pas avec ça qu'on va se soigner. Pourquoi pas un petit peu, mais il n'empêche que c'est surtout un aspect préventif. Cette utilisation du régime cétogène. Donc très clairement ici, on est encore dans le domaine de la recherche, il faut le démontrer scientifiquement. C'est ce que vont vous dire les médecins, et ils ont raison. Il faut le démontrer, mais faut-il encore que les moyens soient mis pour que les scientifiques s'y intéressent. Ce qui veut dire que nous, les scientifiques, pour pouvoir faire des essais, il nous faut bien évidemment des fonds financiers, il nous faut de l'argent pour pouvoir mener ce type d'études, et pas seulement que pour chercher des vaccins. Ce serait bien si on pouvait avoir plus de moyens pour justement mener ce type de recherche dans le troisième axe, vous vous souvenez, qui est de renforcer notre organisme face aux risques infectieux. Alors c'est là où justement on en vient, ce problème de fragilisation. Notre organisme, même lorsqu'on est en bonne santé, il a tendance à se fragiliser. On sort ici un petit peu du cadre de l'obésité. Vous l'avez compris, les obèses sont des sujets à risque. Obésité, diabète, hypertension, ce sont des sujets à risque. Et évidemment, la nutrition joue globalement un rôle important, avec notamment, premier point, c'est de diminuer très clairement les sucres et d'éviter de consommer à la fois des sucres et des graisses. Donc ça, c'est pour diminuer l'obésité, ce qui permettra d'avoir un organisme moins fragile face à l'infection, et notamment face au virus SARS-CoV-2. Mais lorsque l'on est plutôt en bonne santé, mais lorsqu'on avance en âge, on dépasse les 65 ans, vous l'avez vu, vous l'avez compris, on est plus à risque. Pourquoi? Eh bien, pour différentes raisons. Bien sûr, c'est l'effet du vieillissement, on va dire, normal, mais on se rend compte également qu'il y a un certain nombre de déficits. Un déficit notamment en vitamine D, globalement chez les adultes européens, mais également chez les personnes âgées. Une tendance à un dysfonctionnement de la flore intestinale, déficit en vitamine C et en sélénium, qui est une molécule très importante pour lutter contre le stress oxydant, et également un déficit en zinc. Donc ce sont des exemples, peut-être les plus importants, mais ce n'est pas non plus, là encore, ici, exhaustif. Il y en a d'autres, des déficits qui peuvent participer à, globalement, la fragilisation de notre organisme. Donc l'idée ici, c'est un peu le deuxième objectif qu'on pourrait y mettre en termes dans l'association, finalement, nutrition Covid-19, c'est d'essayer de renforcer la santé des personnes qui sont néanmoins en bonne santé, mais qui peuvent être tout de même fragiles face à une infection, et notamment infection dans le cadre de la Covid-19. Alors l'importance là-dedans de la nutrition, un schéma qui est peut-être un petit peu compliqué, on va essayer de le simplifier. Vous avez ici au niveau central dans le triangle les points clés, 3 points clés, c'est vitamine D, le microbiote, donc c'est ce qu'on a, donc c'est les bactéries qu'on trouve au niveau intestinal notamment, c'est ce qu'on disait avant, c'est sur la dia d'avant, c'est la flore c'est la problématique de la flore intestinale qui peut dysfonctionner, et les défenses immunitaires. Effectivement, lorsque au niveau de ces paramètres, il y a un manque ou un dysfonctionnement, eh bien, vous allez avoir directement le système immunitaire qui va être altéré. Ce qu'on appelle l'homéostasie immunitaire, on essaye de tendre vers un système immunitaire qui fonctionne bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Chez les personnes âgées qui peuvent avoir certaines carences, eh bien, il peut y avoir un affaiblissement des défenses immunitaires. Cet affaiblissement des défenses immunitaires mène à une réponse immunitaire qui peut être insuffisante en cas d'infection au SARS-CoV-2. Et à ce moment-là, on va aller, sans rentrer dans le détail physiopathologique, on va vers le déclenchement, l'apparition du syndrome de détresse respiratoire aiguë et les problèmes de décompensation multi-organes, etc., qui peut engager le pronostic vital des patients. Donc, vous le voyez, rôle central ici, finalement, à la fois de l'immunité, bien sûr, mais en amont,
de différents paramètres, de différentes molécules qui, sans aucun doute, jouent un rôle important. À l'inverse, c'était plutôt le cas de ce qu'on a vu chez le patient diabétique ou obèse, il peut y avoir une réponse immunitaire exagérée. Donc là encore, on rompt l'homéostasie immunitaire, on a un système immunitaire qui va répondre de façon exagérée au niveau, une réponse qu'on appelle une réponse pro-inflammatoire, qui là encore, en cas d'infection, va amener le patient vers une décompensation, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, problème respiratoire, le patient va se retrouver en réanimation, etc., etc. Donc vous le voyez, en amont, une réponse immunitaire exagérée, et encore en amont, on retrouve des paramètres qui semblent, en tout cas, jouer un rôle important. Alors, santé de nos cellules, bien sûr, si on est fragile, c'est parce qu'on a nos cellules qui sont elles-mêmes, entre guillemets, en mauvaise santé. Notre organisme, nos organes fonctionnent bien uniquement si les cellules contenues dans nos organes fonctionnent correctement. Et ces cellules, elles ont besoin d'apports, de différents types d'apports pour être en bonne santé. Et dans ces apports, il faut absolument y apporter des vitamines, par exemple. Et pour cela, eh bien, il faut consommer suffisamment de fruits et légumes, et malheureusement, ce n'est plus le cas. En plus, lorsqu'on les consomme, souvent, ce sont des légumes qui n'ont pas été récoltés à maturité, et du coup, il y a moins de vitamines dans ces légumes et dans ces fruits. Autre point, c'est le raffinage du sucre et de la farine. C'est raffiné au maximum, donc il n'y a quasiment plus rien de bénéfique dans ces substances, dans ce sucre blanc, dans cette farine. Vous le voyez par exemple ici, des sels minéraux, il y en a beaucoup plus dans le sucre complet, comme le rapadura, le sucre complet. Il y a, vous le voyez, 2000 mg globalement de minéraux pour 100 g de sucre, alors que dans le sucre blanc, il n'y en a quasiment plus. Donc on a comme ça, tout ce qui est raffiné finit par être pauvre en éléments qui peuvent être pourtant très importants pour la santé de nos cellules. Autre point encore, c'est cuire au-delà de 100 degrés. Là encore, on sait que ça entraîne une chute de la teneur en vitamines et en enzymes, et ça peut en plus produire des substances toxiques pour notre santé. Donc retenez ici, attention, il y a très clairement des carences en apport qu'il va falloir à un moment donné compenser, et notamment les compenser dans les périodes hivernales où on est très clairement plus fragile. Alors nutrition, est-ce que c'est véritablement une solution face à la Covid-19 ? La question en tout cas est posée. Premier point, il est très clair, je ne vais pas vous mentir, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun aliment unique ou de remède naturel qui a fait ses preuves scientifiquement pour prévenir les infections au Covid-19. Il y a des éléments, il y a des articles qui sont publiés, mais pas suffisamment significatifs, suffisamment bien faits, ou alors avec un chiffre, un nombre de patients suffisamment important. Voilà, donc, alors, est-ce que ça ne veut pas dire que l'alimentation ne peut pas être une solution? Ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'études qui sont menées. C'est peut-être pas là où on met le plus d'énergie en termes de recherche, en termes d'essais cliniques. C'est, je pense, un regret qu'on peut avoir, mais ça, les choses peuvent encore changer, surtout que la Covid-19 ne sera sûrement pas la dernière infection à laquelle on devra faire face dans les prochaines années, en tout cas dans les prochaines dizaines d'années. Voilà, donc ça c'est un point, je ne vais pas ici vous donner l'aliment miracle, très clairement, même s'il y a des choses qui existent, des choses qui sont utilisées dans d'autres pays que dans les pays occidentaux, mais il n'y a pas de preuves scientifiques suffisantes pour dire que c'est la solution. Par contre, ce qu'on sait maintenant, depuis quand même un certain nombre d'années, c'est que l'état nutritionnel a très clairement un impact significatif sur la santé globale d'un individu, permet de réduire les maladies chroniques et diminue la susceptibilité au développement d'infections. Donc bien évidemment, on peut penser que c'est vrai également pour la Covid, dans le cadre de la Covid-19. Si on a un meilleur état nutritionnel, très clairement, c'est sûr qu'on peut mieux lutter, on est mieux armé pour lutter face à l'infection au SARS-CoV-2. Et là-dedans, très important, c'est effectivement la vitamine D. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est non plus la solution qui va régler tous les problèmes, ce n'est pas vrai, mais par contre,
je pense que c'est une substance, pour ne pas dire enfin, une hormone qui joue un rôle important déjà dans notre organisme, mais qui peut évidemment permettre de diminuer les formes graves de la Covid-19. Donc vous le voyez, je ne suis pas seul à le penser, puisqu'il y a quand même en 2020-2021, il y a 429 études scientifiques qui ont plus ou moins montré des effets quand même bénéfiques de cette vitamine D. Donc c'est quand même pas rien. Donc ça quand même, c'est vraiment la molécule qui émerge le plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette vitamine D? Elle ne porte pas bien son nom, puisque cette vitamine est en fait une hormone lipidique issue du cholestérol, qu'on trouve d'une part dans l'alimentation, mais qu'on est également capable de fabriquer. Donc ça, c'est une bonne preuve de l'importance. C'est une des rares vitamines qu'on va être capable de fabriquer et qui joue un rôle important. On va le voir pourquoi. D'une part, on la trouve alors dans quels aliments, puisque ça va sans doute vous intéresser. On va en parler également. On peut en consommer directement, mais on en trouve également dans les aliments dans nos supermarchés. Le foie de veau en contient, les poissons gras. Alors, je vous conseille plutôt les petits poissons qui sont mieux, où on va moins trouver d'éléments toxiques, de métaux lourds. Donc, il vaut mieux consommer les harengs, anchois, sardines, maquereaux, qui sont des petits poissons, qui sont très riches en vitamine D. Dans les œufs également, là encore, je vous conseille de consommer des œufs. C'est les œufs bio qui sont également un aliment très intéressant pour plein de raisons différentes en termes de quantité de protéines et également du coup en vitamine D. Et on en trouve également dans le beurre, de la vitamine D, donc dans certains produits laitiers. Et je vous conseille particulièrement du coup le beurre. Alors cette vitamine D, c'est intéressant. Pourquoi? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est parce que notre niveau de vitamine D est dépendant de notre exposition à la lumière. Lorsqu'on s'expose à la lumière du soleil, eh bien, au niveau de la peau, on va fabriquer de la vitamine D. Et de ce fait, on a des niveaux plus élevés en été par rapport à en hiver. Et c'est notamment à cause de ça qu'on est plus fragile en hiver. D'où l'importance de consommer des aliments riches en vitamine D et potentiellement même de directement prendre de la vitamine D. Alors la vitamine D, ça sert à quoi? C'est très connu en termes de régulation du calcium, très important pour la bonne santé de nos os, notamment la vitamine D, mais pas que. Il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui démontrent un rôle bénéfique au niveau immunomodulation, donc de la régulation des cellules immunitaires. La vitamine D joue un rôle important. Ça joue un rôle important également indirectement dans les effets anti-infectieux, donc ça aide à lutter directement contre les bactéries et les virus, et ça a également très clairement un effet anti-inflammatoire, cette vitamine D. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la Covid-19? Donc là encore, il y a beaucoup d'études, je vous en ai mis une ici qui vous montre une carte du monde qui n'est pas forcément très simple à comprendre, donc on va très rapidement voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez en rond, c'est ce que c'est les pays qui sont touchés par la Covid. Ça représente, vous avez ici, vous retrouvez en dessous, c'est les pays qui sont, les ronds représentent les pays qui sont touchés. Vous avez ici donné en rond le nombre de décès total du fait de la Covid. Et ensuite, en grisé, plus ou moins grisé, noir ou clair, vous avez le déficit plus ou moins important en vitamine D. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'en Europe, quasiment tous les pays ont une population qui est plus ou moins en manque de vitamine D. C'est vrai également pour la Chine, le Brésil, les États-Unis. Et comme par hasard, eh bien, ce sont effectivement les pays qui sont les plus touchés par la Covid-19. Vous voyez que par contre, lorsqu'on est proche de l'équateur ou juste au-dessus dans l'hémisphère nord en tout cas, on a des pays qui sont très très peu touchés par la Covid, sauf ici, vous le voyez, ces pays qui sont très déficients en vitamine D et qui sont également très touchés. Donc c'est intéressant, donc ce n'est pas une preuve du tout, simplement pour dire que il semble, en tout cas, il y a un lien entre latitude et nombre de morts à la Covid-19. Alors c'est marrant, vous le voyez que dans les pays nordiques, par contre, où il y a peu de soleil, il y a également peu de décès du fait de la Covid-19. Et par contre, comment ça s'explique? Ça s'explique parce que ce sont des pays qui vont, par contre, eux, consommer très régulièrement, qui vont prendre de la vitamine D et qui ont également généralement une alimentation qui est nettement plus saine. Lorsqu'on regarde, par contre, par exemple, en Angleterre, très déficient en vitamine D, qui a plutôt une mauvaise alimentation. Et si on regarde en plus de ça, les ethnies
qui ont la peau, qui ont la peau sombre, la peau noire, qui du coup est moins capable de fabriquer facilement de la vitamine D. On se rend compte que ces populations, ces ethnies sont beaucoup plus touchées par la Covid-19. Donc ça, c'est encore des arguments qui tendent à montrer l'importance de la vitamine D. Alors, au niveau des nombres d'études, il y a 16 études qui sont quand même des études réduites, notamment en nombre de personnes incluses dans cette étude, mais qui montrent quand même qu'il y a un lien entre le niveau de vitamine D et le risque de mortalité. Alors, ce n'est pas suffisant, c'est des études qui sont trop petites, qui ne sont pas assez bien menées, mais il n'empêche que ça reste quand même des pistes, des pistes à creuser. Deuxième point, comme je vous le disais, c'est que du coup, il y a quand même 17 études globalement qui montrent que le niveau de vitamine D ou l'exposition au soleil semble augmenter le risque de contracter la maladie. Et je vous ai mis ici une étude qui est là encore, un graphe qui est d'une méta-analyse qui vous montre ici, par exemple, si on prend des patients, vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais 24 patients qui ont la Covid-19, mais sous une forme relativement légère, il n'y a que 11 patients qui ont une insuffisance en vitamine D, alors que chez des formes sévères de Covid-19, c'est quasiment tous les patients qui ont une insuffisance de vitamine D. Alors, très clairement, la vitamine D ne fait pas tout, elle participe, ce n'est pas suffisant, mais il n'empêche que peut-être que si on avait tous en France et partout un niveau plus important en vitamine D, peut-être que ça ferait quand même très significativement, ça pourrait faire baisser très significativement les chiffres de formes graves de Covid-19. Voilà, donc en ce qui concerne les recommandations, parce que c'est sûrement ce que vous allez me demander, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, est-ce qu'il faut prendre de la vitamine D? Alors, les auteurs qui en parlent dans toutes ces études, les suggestions sont très variables. Donc ça, c'est aussi un problème, c'est vrai, c'est qu'il faudrait peut-être que les auteurs se mettent d'accord sur les recommandations. Mais là encore, si on regarde ce qu'il ressort le plus, la supplémentation quotidienne qu'il faudrait, à mon sens, généraliser en vitamine D, puisque à ces doses, la vitamine D n'est absolument pas toxique, c'est une dose qui est comprise entre 1000 et 5000 unités internationales par jour. Donc, c'est les unités internationales que vous avez généralement sur les emballages. Voilà, donc ça, c'est pour prévenir et potentiellement réduire la gravité de la Covid-19. Donc là encore, il faut absolument continuer à mener des études pour enfoncer le clou et pour que peut-être les politiciens finissent par se rendre compte que c'est peut-être une recommandation qu'il faudrait soumettre à l'ensemble de la population française. Alors, on approche de la fin de cette présentation. La nutrition, là, on n'a toujours pas répondu à cette question. Est-ce que c'est une solution face à la Covid-19 ? Eh bien, j'aurais tendance à dire oui, mais pas que, bien évidemment. En premier lieu, de toute façon, on n'a pas trop le choix et je pense que c'est évidemment la solution, c'est la vaccination, c'est une certitude. Il faut, à mon sens, en tout cas, à chacun de faire son choix, mais je pense que c'est la solution qu'on nous propose et encore une fois, il faut l'accepter et y croire très fortement, puisque c'est ce qui nous permettra le plus vite, bien sûr, de sortir de la crise, mais sur du long terme surtout. Il faut aussi faire autre chose, il faut absolument se renforcer pour que notre organisme soit plus fort face à l'infection, et pas que la Covid. Si votre organisme est plus fort, vous serez plus fort face à toutes les autres infections dont vous aurez affaire, comme par exemple la grippe qui reviendra dans les prochaines années à coup sûr. Donc, si on pourrait dégager un petit peu 11 commandements qui sont effectivement relativement classiques, mais qui me semble essentiel, et notamment lorsque l'on est en surpoids ou en obésité, c'est de diminuer très clairement le sucre ajouté, donc arrêter de consommer des aliments ultra transformés, en tout cas limitez-les, limitez vos repas plaisir et essayez de faire des efforts à ce niveau-là. On essaye d'en faire, et si on faisait des efforts au niveau de notre alimentation, qui dit effort, c'est pas forcément d'enlever des plaisirs. Si vous faites une bonne platée de coquilles de Saint-Jacques, je pense que vous prendrez un grand plaisir avec une bonne sauce, et vous aurez à la fois plaisir et vous aurez un repas qui est absolument bon pour la santé. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut arrêter le plaisir gustatif, même si vous n'avez pas le choix, il faut le faire vous-même, mais ce n'est pas dans les restaurants que vous allez pouvoir vous faire plaisir au jour d'aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on peut se faire plaisir tout en diminuant très clairement le sucre ajouté. Donc voilà, là encore, on peut se faire plaisir en mangeant bien. Et effectivement, là-dedans,
ça passe également par l'amélioration des habitudes alimentaires. Je n'ai pas non plus trop le temps d'aller dans cette problématique, mais c'est évident qu'il faut notamment essayer de trouver un petit déjeuner qui est bon pour la santé. Essayer de prendre soin de sa flore intestinale, c'est-à-dire de consommer ce qu'on appelle des prébiotiques. Des prébiotiques, là encore, vous trouverez des documents bien faits, des très bons livres qui traitent de ce type de problème pour trouver une bonne alimentation qui fera que vous aurez une bonne flore intestinale. Consommer suffisamment de vitamines, ça c'est très clair, vitamine D, c'est vrai également pour la vitamine C et la vitamine E. Il y a également des articles qui montrent les bienfaits de la vitamine C dans le cadre de la Covid-19. Le zinc, je n'ai pas eu trop le temps d'en parler, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, mais vous voyez, il y a quand même 194 études qui montrent plus ou moins toutes que la supplémentation en zinc, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas que le manque de zinc participe à la gravité de la Covid-19. Donc là encore, ça manque d'études, il faut en faire plus sur des plus grandes populations, un plus grand nombre de patients, mais très clairement, le zinc est un élément, un oligo-élément qui joue un rôle essentiel dans l'immunité, qui joue un rôle essentiel dans la résistance à ce type d'infection. Le magnésium également, moins, il n'y a que 43 études qui s'est portées sur le magnésium, mais pour tout un tas d'autres raisons également, prendre du magnésium, c'est bon, très clairement bon pour la santé. Le fer, les études, c'est plus compliqué à trouver parce que le fer, on en prend pour différentes raisons, mais là encore, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais le fer, c'est également un élément important. Enfin, en 8, améliorer ses défenses antioxydantes. Donc là, c'est quoi? C'est au niveau des produits naturels, c'est manger des légumes de saison, de manger des fruits et de prendre potentiellement du sélénium, par exemple, qui est un antioxydant majeur et très important, notamment pour le système immunitaire. Et enfin, d'autres recommandations, commandements, réduire son niveau de stress, important, on le néglige trop souvent, et évidemment, au jour d'aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on nous oblige à vivre, c'est pas évident, avec le confinement. Bien sûr, j'en ai tout à fait... Et c'est pareil, c'est difficile pour tout le monde, mais là encore, il faut faire le maximum. Il faut faire son maximum pour réduire un stress qui peut devenir très délétère. 10e point, et là c'est peut-être un point que j'aurais peut-être dû mettre en premier ou dans le top 3, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Donc là encore, on fait tout pour l'empêcher, et je pense que tout le monde n'a pas forcément compris l'importance de l'activité physique, et notamment pour les jeunes, mais il est très clair qu'il faut maintenir cette activité physique. Heureusement, on ne nous empêche pas de sortir au jour d'aujourd'hui, donc allez, sortez, parcourez des kilomètres. Vous le voyez, il est très fortement suggéré de parcourir 10 000 pas par jour, ce qui correspond environ à 5-6 km. C'est essentiel pour votre bonne santé de pratiquer une activité physique régulière. Je crois que les piscines sont ouvertes, donc n'hésitez pas, si vous aimez ça, à aller nager également. Et sinon, la meilleure pratique, c'est courir si vous avez l'habitude ou marcher si vous avez moins l'habitude. C'est très important. Et enfin, et pas des moindres, c'est de bien dormir. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais là encore, c'est également un point important. Alors, on est bientôt arrivé à la fin. On en est ici à la dernière dia, qui, voilà, pour le coup, ça apparaît en titre. Oui, je répète, la nutrition a très clairement, mais comme souvent, évidemment, un rôle important à jouer. Bien manger, vous avez quelques exemples ici, fruits et légumes, du poisson, pas forcément du saumon, mais des petits poissons riches en vitamine D. Le miel, toujours un bon aliment, très sucré. Donc, évitez de manger gras lorsque vous mangez ce type d'aliment, mais ça reste un aliment avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Lorsque c'est du bon miel, là encore, le miel, n'allez pas le chercher au Brésil, ce miel qu'on peut trouver dans les magasins bio, cherchez-le dans des fermes proches en Alsace, notamment proches de chez vous, bien sûr. Voilà, donc les œufs bio, bien sûr, ou les œufs de votre voisine qui a des poules, etc. Un aliment également qui n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, c'est un aliment qui est très très intéressant en termes de santé. Les avocats, pas toute l'année, là encore, il faut suivre les saisons, on n'en a pas chez nous directement, mais les avocats, il faut en manger pendant la saison. Les brocolis, un aliment qui n'a que de bonnes choses, c'est un exemple, il y en a d'autres, ici ça représente un petit peu l'ensemble des légumes verts. Donc ça, c'est un peu l'alimentation de base qu'il faut prendre en routine tous les jours. À côté de ça, on peut y ajouter un petit peu une alimentation, on va dire, spécifique, que je préconise notamment pour les sportifs de haut niveau. Ça peut être d'augmenter un petit peu la quantité en termes de tout ce qui est épices. La cannelle, très, très bon pour la santé. L'huile de coco, qui est un aliment, on ne va pas prendre tout le temps, mais il vient de loin.
hein, il y a un impact carbone, etc. Mais ça reste un aliment très intéressant. Nous, on y travaille scientifiquement sur ces huiles à chaîne moyenne, ces lipides à chaîne moyenne qui ont des effets très bénéfiques sur notre santé. Après, des baies comme ça, comme la mûre blanche, hein, qui est très intéressante en termes de quantité d'antioxydants. On dit que c'est une brûle-graisse également, donc ça fait perdre du poids. En tout cas, c'est très riche en antioxydants, donc très intéressant pour la santé. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'alimentation vraiment qui se trouve être du concentré en éléments bénéfiques pour votre santé. Et enfin, pourquoi pas rajouter, donc là encore, il faut un peu plus s'y connaître, mais de rajouter des compléments alimentaires, comme notamment, si on avait un seul, ce serait la vitamine D, à bonne dose, pas trop non plus, hein, mais la vitamine D. Et après, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut absolument tester à grande échelle, pourquoi pas un cocktail comme le cocktail VDC Zinc Sélénium, pour un cocktail vitamine D, C, du zinc et du sélénium qui pourrait être testé à grande échelle, pourquoi pas sur la population française, de donner systématiquement ce cocktail aux personnes, notamment les personnes à risque, et voir ce que ça donne, voir à quel point ça pourrait diminuer, pourquoi pas les formes graves de Covid, et pourquoi pas également comment ça pourrait potentiellement en tout cas diminuer les risques, en tout cas la mortalité de ces formes graves de Covid. Ça reste à faire, malheureusement ça n'a encore jamais été fait à grande échelle, mais ce serait à mon sens en tout cas véritablement quelque chose, une stratégie en tout cas qu'il faudrait absolument tester, parce que ce serait quand même aussi une solution à côté de la vaccination, une solution potentielle en tout cas pour diminuer les chiffres, hein, puisqu'on parle que de chiffres dans nos médias, pour diminuer les mauvais chiffres qu'on nous donne tous les jours. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'aurais préféré la faire dans une salle avec beaucoup de monde. C'est quand même beaucoup plus sympa en direct et de vous voir en face de moi et de pouvoir répondre à vos questions. Malheureusement, bien entendu, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, mais en tout cas, j'espère qu'on pourra assez rapidement se retrouver en live pour pouvoir discuter ensemble. Oui, tout à fait, Geoffrey. En tout cas, voilà une belle présentation bien complète qui nous intéressera tous, ça je n'en doute point. Justement, j'ai envie comme on n'a pas de public en direct pour poser des questions, je vais faire quelques relais. J'ai envie de mettre, si j'ose dire, avec un nutritionniste, un peu les pieds dans le plat. Est-ce que quand on regarde les 11 commandements que vous nous avez indiqués à la fin, un nutritionniste coche toutes les cases, lui? Vous voulez dire dans mes habitudes, à moi? Voilà. Est-ce que vous, nutritionniste, vous cochez chacune de ces 11 cases? Et est-ce que finalement, nous, on n'a pas besoin d'un 12e commandement qui serait justement le nutritionniste à domicile quelque part? Parce que c'est très complet. Mais en même temps, c'est complexe tout ça. C'est-à-dire qu'on s'y perd un peu à force d'entendre vos conseils avisés, et on n'en doute point, et de lire à droite, à gauche, et de voir ce que l'on voit à la télévision, etc. On a peut-être un petit peu un souci donc de savoir si finalement ces 11 cases, elles sont facilement cochables. Non, c'est sûr que malheureusement, vous avez bien raison, c'est pas facile. Alors, parce que moi, je les 11, pas tout le temps, non, j'essaye sans y arriver, mais j'essaie de faire du sport, j'essaie de faire 3-4 séances de sport par semaine. Je diminue très clairement, et pour toute la famille, j'ai 3 enfants, et on essaye de diminuer le sucre ajouté. Donc ça, on y arrive quand même relativement bien. On a supprimé les desserts notamment le soir. On essaye de manger aussi relativement tôt le soir pour avoir le temps de digérer. Je donne de la vitamine D à mes enfants et j'en prends également. On prend régulièrement aussi, on a fait au mois de septembre, octobre, on a pris de la vitamine C, on a pris un cocktail de vitamine C. Donc là, on est pas mal. Le zinc, c'est vrai que non, on n'en prend pas. Mais là, je pense que c'est essentiellement, je ne suis pas un sujet à risque. J'ai dépassé les 45 ans, mais je ne suis pas un sujet à risque. Mais, donc là, je pense que c'est notamment le zinc, c'est surtout pour les personnes de plus de 65 ans. Le magnésium, ça, j'ai pas trop de doute. Généralement, les médecins, ils en donnent aussi assez facilement. Donc là encore, les gens, souvent, ils font des cures de magnésium. Voilà, donc après, sélénium non plus. Ça, c'est aussi plus pour les personnes à risque, je dirais. Donc là, j'en prends pas non plus. Le stress, là, je suis pas bon. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc non, je suis sur les 11 et bien dormir, je suis pas terrible non plus. Donc non, effectivement. J'y travaille en tout cas, mais non, sur les 11, je dois être à 7-8, on va dire.
c'est peut-être déjà pas mal, mais effectivement, mais il faut essayer d'y tendre, en tout cas, le plus souvent possible, j'allais dire. Mais si on devait, sur ces 11, si on devait en choisir, je dirais 1, diminuer les sucres, très clairement. 2, faire du sport. Voilà, ça c'est les 2. Et troisième point, par rapport à la Covid, c'est la vitamine D. Hein, vitamine D, pourquoi pas le cocktail vitamine D, C, notamment D, C et le zinc. Voilà, ça c'est. À propos de la vitamine D, comme c'est sorti un peu partout dans la presse, on a vu des personnes qui se sont jetées sur la vitamine D dans certaines pharmacies. On a un petit peu de mal à savoir quelle est la bonne limite à atteindre. Est-ce que demain matin, je vais me jeter sur ma mode de mœurs énorme pour compenser? Enfin, vous voyez, il y a toujours cette limite qu'on a du mal à percevoir dans notre quotidien et qui peut-être est aussi difficilement perceptible par nos auditeurs. Oui, c'est vrai, parce qu'on est globalement, et c'est pour ça aussi que moi j'ai des missions, je fais des missions dans un peu partout, j'essaie, parce qu'on est mal, comme vous dites, on est mal documenté parce qu'il y a peu de gens qui connaissent bien la nutrition en fait, hein, que ce soit c'est pas une critique, hein, mais les médecins, c'est pas ce qu'on leur enseigne le plus. J'essaye aussi en médecine de leur enseigner la nutrition, mais c'est pas ce qu'ils connaissent forcément le mieux. À l'école, les professeurs, c'est pas non plus forcément ce qu'ils enseignent le plus. Les pharmaciens, c'est pas leur travail non plus, etc. Donc, en fait, il y a peu de gens qui connaissent bien la nutrition, alors que c'est un point qui est crucial, mais qui est très complexe, qui est même extrêmement complexe. Donc, c'est un peu ça la problématique. Donc, il faut arriver à ressortir de ça des choses simples, et notamment en termes de vitamine D. Le plus simple, c'est de prendre de la vitamine. Déjà, il faut prendre effectivement la vitamine D3. Et d'en prendre une goutte tous les matins. Avec ça, vous n'allez que vous porter mieux et vous risquez absolument rien. Ah, voilà. Je pense que c'est essentiel. C'est un conseil simple. Après, on peut augmenter les doses, mais là, c'est bien effectivement d'en parler avec un spécialiste et de voir ce qu'il en est exactement. Mais prendre une goutte ou deux aux alentours de 500 unités internationales par jour, avec ça, vous risquez absolument rien, à part vous sentir mieux. Enfin, vous ne sentirez pas directement un effet comme ça, mais c'est vos cellules qui vous diront merci. Mon oreillette m'a dit aussi qu'il y avait une amatrice de pâtes qui voulait savoir si on devait privilégier plutôt les pâtes complètes, justement avec cette histoire d'assiette, riz, pâtes, etc. qu'il faut éviter. Absolument. Il faut privilégier le complet parce que ça fait moins monter l'index glycémique, donc ça diminue le pic d'insuline. Donc absolument, notamment pour les sportifs, mais sinon, il faut prendre des pâtes complètes. Mais encore une fois, si on fait très peu de sport, il faut vraiment diminuer les glucides. Hein. Donc c'est les pommes de terre, riz, pâtes, on n'en a pas besoin à partir du moment où on fait très peu d'exercice physique. La Covid-19, quelque part, est-ce qu'elle ne permet pas de faire évoluer la mentalité par rapport à la nutrition? C'est-à-dire le fait qu'on se pose toutes ces questions en temps de confinement et de Covid. Est-ce que ce n'est pas un tout bénéfice finalement pour des nutritionnistes comme vous? Oui, c'est vrai. Pas autant que je l'aimerais, parce qu'en termes de recherche, je pense qu'il n'y a pas assez, on ne fait pas assez, il n'y a pas assez de laboratoires qui s'y intéressent, etc. Donc là, je suis un peu frustré. Quelquefois, je me sens un petit peu seul, mais par contre, oui, au niveau de la population, oui, effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment aussi des gestes barrières, hein, se laver les mains, c'est des choses toutes simples, mais on a pris là, c'est une grande amélioration, et c'est sûr qu'on diminuera les chiffres de rhume, etc. J'en suis persuadé par ce type d'habitudes, de nouvelles habitudes qui sont pour le coup de bonnes habitudes, très clairement. Mais le problème, c'est qu'on a vite tendance, avec les mauvaises publicités, etc., de reprendre. J'ai bien peur que très vite, on replonge dans des mauvaises habitudes, notamment avec le sucre, du fait de la richesse de tous ces produits dans les grands magasins. Et quelque part, est-ce qu'on ne voit pas réapparaître aussi la malbouffe? On peut s'interroger aussi sur… alors je sais que je vais peut-être être un peu polémique là, mais on peut s'interroger aussi sur le fait que maintenant, avec la fermeture des restaurants, est-ce que vous voyez des différences sur la façon de se nourrir? Alors, on est un petit peu embêté parce qu'il y a aussi le click and collect et puis tous ces services dont vous avez parlé de cyclistes célèbres qui viennent nous livrer à domicile. Finalement, on a du mal à savoir où regarder. Est-ce que vous avez des statistiques par rapport à ça? Non, je suis désolé, là, à ce niveau-là, j'ai pas de statistiques. J'ai pas de statistiques. J'ai pas de statistiques, mais ce qui est sûr, c'est que
Je pense que on va dire les mauvaises habitudes perdurent quand même, mais ce qui est plus grave, c'est que notamment pour les jeunes, on les empêche de faire du sport. Et très clairement, il y a un déficit en activité physique chez les jeunes. Et vous avez vu les chiffres, je suis passé un peu vite, Oui, mais oui, il y a tout une à fait. augmentation de l'obésité chez les jeunes, du surpoids et obésité chez les jeunes, et le fait de les empêcher, parce que c'est quand même très clairement ce qui se passe, on les empêche de faire du sport, notamment nous, à nos latitudes, ça fait 2 mois qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Il y a plein de sports qu'on ne peut pas pratiquer à l'extérieur. On empêche les jeunes de faire des exercices physiques et pour moi, ça va être dramatique et on va se rendre compte dans quelques années, on aura les chiffres là pour le coup et on se rendra compte que ça a été une aberration d'empêcher les jeunes de faire de l'exercice physique parce que c'est ce qui se passe, même si c'est peut-être pour la bonne cause, entre guillemets. Honnêtement, je pense que le bénéfice-risque là pour le coup, il n'est pas dans le bon sens. Ça veut dire que quelque part, on peut s'attendre presque à un effet boomerang, c'est-à-dire que inversement, la Covid et tous ces problèmes de confinement et de sédentarité va conduire à augmenter les pathologies de diabète et d'obésité. Et donc, on a une espèce de Oui, vase communicant qui n'est pas bon du tout. absolument. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ouais. Voilà, je crois qu'on va pas être plus long, prendre plus sur votre temps. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, mais je suppose que tous nos spectateurs ont plein de questions. Alors évidemment, il faut bien dire que les conférences du Jardin des Sciences ne sont pas non plus des lieux pour voir chacun, hein. Chacun va avoir sa façon de vivre et d'appréhender tout cela et de suivre sa nutrition. Mais si on peut avoir donné quelques bons jalons pour le futur et pour espérons-le, sortir de ces moments très difficiles et combattre ce stress qui est quotidien pour un grand nombre d'entre nous, on aura mis une pierre à la pyramide et c'est quelque chose de sympa à vos côtés. Voilà, je vous remercie. On donne encore rendez-vous décidément avec la Covid pour la prochaine conférence le jeudi 11, c'est l'enregistrement, pardon, mais le vendredi 12 à 17h30 avec, pour la deuxième fois, la professeure Samira Fafi-Kremer qui viendra nous donner sa vision à l'heure actuelle de l'immunité et qui interviendra aussi dans le cadre de cette semaine vouée à la femme, puisqu'il y a des femmes remarquables qui sont dans la recherche sur cette pandémie et c'est une façon aussi de rendre hommage à toutes ces femmes dans le cadre de la journée des droits de la femme et des femmes en sciences surtout, hein, qui est notre tasse de thé, si j'ose dire, au Jardin des Sciences. Voilà, merci Geoffrey, à Merci bientôt beaucoup. et Merci à bonne vous. continuation dans toutes ces recherches sympas. Merci. Au revoir. Au revoir.